Bonjour à tous et à tous, toutes et à tous, et bienvenue dans Tout le Monde, le podcast qui vous motivera à entreprendre, à investir, mais surtout à passer à l'action. Nous sommes deux amis de longue date et chaque semaine, nous vous partagerons notre parcours au travers d'une discussion décontractée et surtout en toute simplicité. Allez, passons directement au deuxième épisode. C'est parti. Let's go. Salut Arthur. Salut Loïc. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Comme un lundi, un peu tu fatigué aujourd'hui, j'avoue. Fatigué le collègue. Un collègue est fatigué. Le collègue est fatigué, mais on est là. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec toi de notre premier achat immobilier. Moi pas. Non? Ok. Tu veux parler de quoi? Je ris. Une blague. Donc voilà, je voulais parler de notre premier achat immobilier. Donc je sais que de nous deux, tu es le premier à t'être lancé dans l'aventure, comme on avait un peu discuté pendant l'introduction. Je propose qu'on aille un peu plus dans les détails aujourd'hui. Donc raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à acheter ton premier bien, quel type de bien c'était, comment est-ce que tu t'y es pris, à quel âge, raconte un petit peu. Ça va. Donc, on va peut-être se répéter un peu par rapport au premier épisode et à l'introduction. Mais donc, on a fait le RM et donc on gagnait un certain salaire. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce salaire? J'avais été avec mes parents dans une banque et on m'avait dit que c'était pas possible d'emprunter puisque finalement, j'avais pas une situation stable. Donc, si on ratait le RM, on devait rembourser. Ça, on l'avait déjà expliqué. Et donc voilà, le banquier voulait rien me prêter. Ok, il m'a dit, il faut encore économiser parce que j'avais pas encore les frais de notaire. Les frais de notaire, donc c'est frais d'enregistrement et frais de notaire en tant que tel. Et donc en quatrième année, là où notre situation était beaucoup plus claire, parce que le taux d'échec en quatrième, cinquième est quand même relativement faible. En quatrième année, j'avais les frais de notaire, j'avais un certain pactole sur mon compte et voilà, j'avais trouvé un bien qui m'intéressait sur Bruxelles et là j'ai décidé de passer à l'action. Donc au lieu d'acheter une super caisse, tu t'es dit, je vais acheter un super appart. Avec 12 000 balles. Avec 12 000 balles, qu'est-ce que tu peux t'acheter Super comme caisse, voiture? ouais, non, Ouais, donc, pas de super une caisse. petite caisse. Une petite caisse. Okay. Vas-y, raconte un peu. Alors, comment est-ce que tu t'es mis à chercher c'était quoi un peu tes critères en fait? Est-ce que tu t'es dit, bon, j'ai 12 000 euros, je peux m'acheter jusqu'à autant? Comment est-ce que tu t'es pris? Parce que je pense que c'est une question légitime. Moi, je me rappelle, je me suis dit, j'ai ça sur mon compte. Comment est-ce que je sais ce à quoi j'ai accès en fait? Donc, quand on veut acheter un bien immobilier, le premier contact à prendre, c'est la banque. Donc, mes parents m'avaient dit, écoute, voilà, pour acheter un bien immobilier, il faut aller voir un banquier qui est le plus compétent pour répondre à ces questions-là. C'est le gars qui va te prêter de l'argent. Donc, j'ai pris directement un rendez-vous. C'était juste à côté de l'ERM, la Jambeline de Meux. L'agence a fermé d'ailleurs. Et donc, j'ai été chez ce gars et il m'a tout expliqué. Donc, frais d'enregistrement, c'est quoi? Frais de notaire, c'est quoi? Toute la procédure à faire. Et à partir de ce moment-là, je savais dans quel range, encore une fois c'est de l'anglicisme, mais dans quelle traduction de range. Dans quel... Ouais, on a capté. Là, tu me prends de court. Ouais, dans quel range je pouvais acheter mon premier bien immobilier et je pouvais aller jusqu'à 170 000 euros. Donc là, j'ai commencé à chercher. J'ai été faire deux visites, deux à Anderlecht. Et la troisième, du coup, c'était là où j'ai habité à Laken. Okay. À Laken. Et ce qui était bien aussi, c'est que j'ai fait deux visites avec des agents immobiliers. Et la troisième visite à Laken, là où j'ai acheté, c'était avec une femme. Donc c'était une particulier. Okay. Et c'est beaucoup plus intéressant d'acheter avec une particulier parce qu'elle, elle a vraiment intérêt à vendre son bien puisque c'est son seul bien, entre guillemets. Tandis qu'une agence immobilière, les intérêts des agences immobilières sont totalement différents. Les types, si c'est d'office le rendez-vous le samedi, si t'es pas là à ton rendez-vous, c'est pas grave, ils partent. Ouais. Tandis que quand tu es en relation avec un particulier, tu as un peu ce feeling, tu as ce côté beaucoup plus proche de la personne qui vend. Et je dirais c'est plus facile de négocier, c'est plus facile aussi de dire écoutez, je peux venir cet après-midi. C'est ce que j'ai fait. Et pour tout vous dire, j'étais un midi à une brasserie avec mes parents. Voilà. Le RM, on avait terminé un peu plus tôt. Je vais manger avec mes parents le midi. Et puis, voilà, sur ImoWeb, on peut avoir les notifs, là, tu vois. T'as les notifs, je vois une notif, oh, bel appartement, belle terrasse, belle vue, tout ça. Je me dis, punaise, magnifique, pour le prix en plus. Ouais. Je me dis, mais il y a une petite blague. Ma mère, elle me fait... Bon, ma mère, elle est spécialiste de passer un appel ultra rapidement. Passer à l'action. Passer à l'action, ouais, exactement. Mais c'est exactement ça. Et c'est ce qu'elle m'a toujours dit de faire. Et moi, voilà, mon premier réflexe, c'est de dire, je le mets en favori dans ImoWeb et j'appellerai ce soir à mon aise. Non, ma mère, elle me dit, non, t'appelles maintenant. Je fais, mais maman, je fais, non. Elle fait, ouais, c'est ça. Elle fait, non, t'appelles maintenant.
Ouais. J'appelle, oui bonjour madame, voilà, c'est possible de visiter. Oh non, cet après-midi, je ne suis pas disponible. Venez ce week-end, j'ai toutes les visites ce week-end. Pas vrai. Moi, j'ai 22 ans, je dis oui madame, merci, pas de souci. Bisous. Ma mère elle me fait non, passe-la moi maintenant. Elle l'a au téléphone, bonjour madame, voilà, est-ce qu'on peut venir cet après-midi? La dame elle explique non, c'est le samedi. C'était sans compter sur ma mère. Elle fait ouais, mais mon fils, avec l'armée, il a beaucoup de trucs à faire, il sait pas venir, en plus il part en mission. Bien vu. Voilà, bien vu. Est-ce qu'on sait pas venir cet après-midi? Elle pousse. Finalement, j'obtiens la visite cet après-midi-là. On va visiter et voilà, le bien me plaît, propre, carré, pas de travaux, c'est ce que je cherchais à ce moment-là, puisque voilà, je voulais... C'est le plus simple pour commencer peut-être. Exact, je voulais directement emménager et on a fait la visite. On a pris un café 2 heures après. Avec mes parents, j'ai pris la décision d'acheter. J'ai appelé la dame, voilà, j'achète. Je lui ai fait l'offre par mail. Donc je lui ai envoyé un document Word signé, enfin, une offre d'achat signée. Ok. Voilà. Et ouais, alors déjà juste pour préciser un peu dans le contexte, c'était en quelle année? Parce que depuis, voilà, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, peut-être que le range de prix est plus le même, etc. Pour avoir une petite idée. T'avais acheté quoi en 2016, c'est ça? 2017. 2017. En mai 2017, j'ai fait l'offre d'achat et j'ai signé en octobre 2017, donc Ok. quelques mois plus tard, comme toujours. Ok. Et du coup, quand tu as fait ton offre, t'avais appelé ton banquier entre-temps pour confirmer qu'il te suivait sur le projet ou tu t'y as été franco de port? Non, François Lambrouille. non, en fait, le banquier m'avait dit jusqu'à cette range-là, avec ton salaire, etc. Là, voilà, on te Donc, tu suit savais que c'était d'office. bon, quoi. Voilà, je savais que c'était bon, donc je pouvais faire une offre. Et de toute façon, dans l'offre, il faut toujours mettre des conditions suspensives. Donc, j'avais mis à la condition d'obtenir mon crédit à hauteur de X milliers d'euros au taux actuel du marché. Enfin bon, donc ça, c'est même si vous êtes sûr de votre coût, il faut absolument mettre cette Faut se protéger, quoi. d'office. Il faut d'office la mettre parce que voilà, on ne sait pas, peut-être que la banque, pour X ou Y raison, décide de ne pas vous financer parce qu'elle aussi a des quotas à respecter. Ouais, elle a des risques qu'elle peut ou ne pas prendre. Voilà, tout dépend. Donc il faut absolument le mettre. Voilà, il faut absolument mettre cette clause. Et donc, si je résume, tu as emprunté à 100% et toi, tu es arrivé juste avec les frais de notaire en bénéficiant de l'abattement, on précise. Tout à fait. Tout à fait. Donc oui. Tant qu'on parle de l'abattement, est-ce que tu pourrais juste peut-être expliquer à Donc, nos auditeurs ce qu'est l'abattement de manière vulgarisée, quoi. Juste pour comprendre en quoi c'est un bénéfice ou pas. Donc en fait, un abattement, c'est un cadeau de l'État. Donc c'est un avantage fiscal. Exactement. Donc l'État te fait un cadeau de quelque chose. Et ici, l'abattement, c'est l'État à Bruxelles. En fait, il y a 3 régions. Et dans les 3 régions de Belgique, il y a à chaque fois des règles différentes. Donc ici, moi, je parle de Bruxelles. Bruxelles, donc la région bruxelloise se dit, quand tu achètes ton habitation unique et que c'est ta seule habitation... Résidence principale? Non, seule habitation. Donc, typiquement, c'est pour les primo-accédants. Donc c'est quand tu achètes ton premier bien immobilier, pour le dire en français, c'est comme ça, c'est ton premier bien immobilier. L'État te dit, écoute, les frais d'enregistrement à la région, tu ne dois pas me les payer. Et en Belgique, à Bruxelles, c'est 12,5% du prix d'achat. Mais il y a des conditions. Mais il y a des conditions. Et les premières conditions, c'est, ici, depuis le 1er janvier, je crois que c'est monté à 200 000. À l'époque, c'était sur les 175 premiers milliers d'euros, il n'y a pas les 12,5% à payer à la région. Ça, c'est la première des conditions. Et tu les payes sur le delta si tu as un truc à 200. Tout à fait. À l'époque, tu aurais payé 12,5 sur le restant, quoi. Les 25 000 restants. Exactement. Exactement. Mais typiquement, quand tu es primo-accédant, généralement, tu vas toujours dans une gamme de prix. Tu achètes à 20 à 25 ans un appartement de petite taille, je dirais, qui se situe toujours dans cette range-là. Donc, voilà, typiquement, tu peux considérer que ce sera toujours zéro. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'y être domicilié. Donc la différence est quand même importante. Tu dois être domicilié dans ton bien pendant 5 ans. Donc même si tu l'achètes ici, moi je l'ai acheté en octobre, j'ai seulement été domicilié parce que voilà, j'habitais encore un peu chez mes parents, etc. Donc j'ai été domicilié fin décembre. Donc les 5 ans commencent à partir de fin décembre. Ça, c'est important de le savoir. Et voilà, pendant 5 ans, et une troisième condition, c'est que tu ne peux pas déduire tes intérêts payés. Ouais, parce que là, l'État te donne d'un côté, tu reprends quelque part un peu de l'autre. Tout à fait, voilà. Normalement, un crédit hypothécaire, on peut déduire les intérêts sur sa fiche d'impôt annuelle que l'on paye sur un crédit hypothécaire, mais pas dans ce cas-ci. Ok, check, ça va. Ok, et donc du coup, voilà, tu fais ton offre, elle l'accepte directement ou comment ça se passe? T'as dû revoir à la hausse ton offre? Comment? Toujours maman. La maman. Au début, elle voulait pas accepter mon offre parce qu'elle disait oui, j'ai encore 7 visites samedi et je pourrais peut-être le vendre plus, alors je lui proposais le prix.
Donc t'as pas tapé en dessous, quoi. Non, pas du tout, je lui ai offert fait le une prix. offre au prix. Ok. Et j'ai laissé négocier ma mère. Moi, je me souviens, à l'époque, j'allais au cinéma à ce moment-là. J'ai dit, écoute, maman, c'est pas grave, voilà, il y en aura d'autres. Elle me dit, non, 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 c'est une top opportunité. Et puis, en sortant du cinéma, je reçois un SMS, l'offre est acceptée, voilà. Terrible. Signé, Donc top. la maman t'a un peu coaché pour ton premier, Tout à fait. ton premier achat, quoi. Ouais, tout à fait. Niveau Donc- négociation, c'est le top, quoi. Ok. Et donc, ouais, donc l'objectif c'était, comme on dit, résidence principale, quoi. C'était pour t'y installer, c'était pas pour le louer. Donc, c'était pas un but. Parce que je vais juste expliquer un peu par rapport. Voilà, on parle d'investissement, etc., etc. C'était pas un but spécifique d'investir, si ce n'est de placer ton argent dans quelque chose, dans la brique, quoi, au final. Même pas. Te trouver un logement et. C'est ça. Vraiment, par Pour ton rapport à... indépendance. Tout à fait. Vraiment, mon premier objectif, c'était d'avoir mon indépendance, mon chez-moi. Et comme j'avais les fonds pour le faire, voilà, quoi de mieux qu'à avoir son propre appartement, sa propre maison. On paye un crédit, on ne jette pas un loyer par les fenêtres. Mhm. Ça, c'était le tout premier objectif. Et vraiment, j'avais aucune stratégie d'investissement, de futur loyer, de futur revenu locatif, parce que j'ai acheté dans un grand immeuble. Ouais, j'ai te demandé Ouais. d'écrire un peu le type d'appart. Est-ce que c'est un truc. Bon, je le sais, mais voilà, je veux dire, pour avoir un peu une idée, se faire un peu l'image. Est-ce que c'est un petit appart style maison de maître, tu vois, immeuble du de tout. rapport, gros immeuble? Parce qu'à nouveau, il y a aussi tout ce qui est les frais qui sont liés, quoi, tu vois. Mhm. Donc raconte-nous un peu ça. Comment est-ce que tu C'est ça. as tenu en compte de ça et comment tu as budgétisé ça aussi? Parce que tu as un petit salaire quand même à l'époque. Comment est-ce que tu t'es arrangé à ce niveau-là entre le remboursement de ton crédit hypothécaire plus toutes les charges liées? Bah alors, premièrement, remboursement du crédit hypothécaire, il faut dire qu'à l'époque, les taux étaient très 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 bas. Donc mon Tu crédit... te rappelles de combien tu avais? Moi, très très bas, j'exagère. À ce moment-là, j'ai pas négocié du tout puisque j'ai été que dans une banque. J'ai eu 2,46 ou 2,76, je sais plus. Ok. Mais c'était haut pour l'époque. Et mais j'avais quand même une petite mensualité par rapport à notre salaire. Ça allait, surtout que c'est ça que j'avais dit au banquier. Quand on passe lieutenant effectif et qu'on est nommé, notre salaire, on touche plus X% du vrai salaire de lieutenant, on touche 100%. Donc 2 ans plus tard, je savais que mon salaire allait entre guillemets exploser, on allait faire des missions, tout ça. Donc voilà. Mais voilà, pour un investissement locatif, c'était pas du tout une bonne idée parce qu'il y avait énormément de charges dans l'immeuble. C'était les grandes tours là, avec 2 ascenseurs, femmes de Tu sais ménage. combien d'appartements il y avait dans ton. 19 étages avec 5 appartements par étage. Ah ouais, ok, ouais. Voilà. C'est près de 100 appart. Un bit truc avec un syndic qu'il faut payer également. Ascenseur, une conciergerie. truc, Il y avait des petits jardins, donc il Ouais, faut payer le jardinier en été, tout ça. Donc, typiquement, pas le bon bien pour l'investissement futur, mais d'un autre côté, voilà, on dit souvent, voilà, sorry, mais quand on n'est souvent pas là, c'est intéressant d'avoir une concierge, etc., pour relever le courrier, etc. Ok, donc c'était une bonne première habitation, quoi. C'était une bonne première habitation, et comme je disais, moi, mon but, c'était d'être indépendant, mais pas... Mais c'est pour ça que j'ai revendu par la suite. Et à quel moment est-ce que tu as vu vraiment l'intérêt de ou la plus-value à commencer à vouloir le vendre, etc. C'est parce qu'à ce moment-là, tu étais un peu plus éveillé, je dirais, à l'investissement, ou c'était juste parce que tu voulais changer de logement? C'était quoi donc, c'était les deux à la fois. Donc, j'ai voulu changer de logement, puisque voilà, je me suis mis... On dit souvent, voilà, mais... je me suis mis en ménage, si je puis dire. En ménage En ménage. Avec toujours je suis toujours avec elle pour le moment. Vous êtes installés ensemble, quoi. Ouais, voilà, on s'est installés ensemble et ça devenait relativement petit, surtout qu'on avait 2 chats. Et surtout qu'après le Covid, les biens immobiliers dans Bruxelles, surtout à Bruxelles, l'immobilier a explosé, je dirais. Et les T'as biens, profité du truc, quoi. Voilà, les biens prenaient, je dirais, quelques pourcents par mois. Et après post-Covid, vraiment, mon appartement a augmenté de valeur énormément. Donc, une belle plus-value latente et aussi l'envie d'aller ailleurs et l'envie de... Et comme on était un peu éveillé, comme je l'avais expliqué dans le premier épisode, le Covid m'avait vraiment permis de m'éveiller à l'investissement. Et là, en faisant mes calculs, je me suis rendu compte que je pouvais cash out, donc je pouvais retirer un certain montant de liquidité. Tu as concrétisé ta plus-value latente. Ouais, c'est ça. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une belle plus-value latente et que je pouvais me tourner vers d'autres investissements locatifs beaucoup plus intéressants. Ok, top. Et tu dirais, après on parlera pas de deuxième achat maintenant, parce que le but c'est vraiment de se concentrer sur le premier, mais tu dirais que les liquidités que tu as pu dégager de ton achat, tu les as 100% réallouées à l'IMO, ou est-ce que tu les as un peu 100%. séparées? Ok, donc tu utilises 100% de ta plus-value dans ton prochain achat immobilier. Parce qu'en fait,
j'étais obligé de vendre mon appartement pour pouvoir acheter le second. Et donc, ça devait être une sorte de... Comment expliquer la vente de l'appartement à Laken devait coïncider avec l'achat des 2 autres appartements parce que ces fonds-là devaient être disponibles pour payer la banque. Donc là, ça devait être... Il fallait un peu timer le... Ouais, il fallait être exactement au même moment pour pouvoir justement financer et apporter ce cash à l'autre banque finalement qui allait me prêter pour l'autre achat. Parce qu'au final, à nouveau, juste pour donner un peu l'idée de la finalité de la vente, au final, tu as upgradé quoi, de un appart qui était ta résidence principale, tu as revendu et tu as acheté 2 apparts. Tout à fait. Objectif locatif, du coup. Donc là, purement en vrai invest au final. Premier vrai invest, on va dire, immobilier. Ouais, exactement. Les deuxièmes, c'était quand même un investissement d'investir dans la brique. Mais donc au final, t'as permis, voilà, après tes quelques années, d'utiliser ce premier achat pour pouvoir faire levier utiliser ce levier pour acheter tes 2 prochains achats, tes 2 prochains appartements à titre locatif. C'est ça. Et en fait, après 5 ans, puisque j'étais obligé de domicilier 5 ans dedans, donc finalement, pendant 5 ans, déjà on amortit les frais de notaire aussi, et puis on laisse l'opportunité au bien de prendre un peu de valeur. Donc voilà, les 5 ans, finalement, vous dites, c'est long, je suis un peu bloqué. Au final, non, pas tant que ça, puisque voilà, si vous achetez relativement jeune, vous allez, pendant ces 5 ans, peut-être changer 1 ou 2 fois de boulot, rencontrer 1 ou 2 filles différentes. Donc ça vous laisse aussi le temps d'un peu de vous stabiliser et de laisser. Et voilà, vous remboursez aussi du capital tous les mois. Donc c'est pas. Après, il y a un côté un peu aussi aléatoire, du style, voilà, la crise Covid, c'était pas prévu au moment où tu as acheté. Toi, tu as pu bénéficier un peu de ça, et aussi l'augmentation des taux, moins d'accessibilité au marché de l'immobilier. Enfin bref, tu as eu aussi une conjoncture positive qui t'a permis de bien transformer ton premier achat en 2 achats plus intéressants, purement locatifs derrière, quoi. Donc, tout à fait. Voilà, donc, à ce moment-là, tu as fait le choix de toi louer ta résidence principale et d'avoir tes 2 appartements à titre purement d'investissement en fait. Purement d'investissement. Et donc là, comme j'ai vendu le bien dans lequel j'habitais, moi et ma compagne, on a loué un autre appartement. Donc on louait et on faisait louer. Donc c'était un peu... C'est très intéressant. Ok, ouais, ça va. Donc voilà, l'upgrade au final en quelques années, en une dizaine d'années, peut-être un peu moins de 10 ans au final. C'est ça, tu pars d'un premier appart, tu en achètes 2 où tu loues, et là maintenant au truc où tu en as 2, plus ta maison et encore d'autres projets derrière. Donc ça c'est quand même, voilà, en quelques années, en moins de 10 ans au final, en utilisant les bons leviers, en étant un peu malin, etc., en comprenant un peu la mécanique de l'achat immobilier, t'as transformé au final tes maigres 12 000 euros, pour l'arrondir, plus ou moins, tes maigres 12-15 000 euros là, et tu les as transformés intelligemment en maintenant une maison qui est à toi et 2 appartements qui tournent depuis un petit temps, et peut-être encore d'autres. Donc c'est quand même... C'est sympa. Donc voilà, même inspirant, c'est cool. Bien sûr, mais après je tiens quand même à dire que c'est parce qu'on est 2, dans le sens où c'est très important aussi. T'as commencé seul et puis t'as une collègue qui est venue. J'ai une belle collègue, en plus très jolie. Elle est là-bas, elle nous entend, elle ralouille un petit peu. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, mais une très belle collègue qui, en fait, tout ça n'est possible vraiment qu'à 2, parce qu'avec un salaire, le faire, impossible. Disons que on s'est mis en couple en 2018, et puis les achats ont suivi parce qu'on avait justement cette solidité d'avoir 2 salaires au lieu d'un, et voilà, tout seul, tu peux pas aller si loin. Tu peux pas aller si loin. C'est clair. Parce que vraiment, ce que on minimise peut-être, avoir les frais de notaire, c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est que la banque voit qu'il y a une capacité de remboursement derrière. C'est sûr. Si vous dites j'ai 23 ans, je suis youtubeur, non. C'est compliqué. Pour les indépendants, c'est déjà compliqué. C'est très compliqué, et c'est vraiment, même si vous avez beaucoup d'apports, ou alors vous devez vraiment exagérer dans l'apport et venir mettre 50% de quotité. C'est pas le même profil d'investisseur. C'est pas le même profil, et en plus c'est moins rentable, parce que quand on arrive avec 50% de quotité, tu es immobilisé 50% de ton cash. Il y a trop de cash qui part dans l'opération. Donc voilà, vraiment c'est parce qu'on était 2 avec des beaux salaires, parce que voilà, elle travaille pas avec tout le reste. Bref, elle travaille dans un job qui lui ramène quand même un certain salaire. En Belgique, correct, clairement, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de variables. Je pense que c'est un point important à soulever, parce que c'est vrai que quand je dis que tu as transformé ton premier achat en ce que c'est maintenant, en fait, c'est vrai que je omettais de préciser que entre-temps, vous êtes passé à 2, quoi. Donc c'est vrai que ça augmente un peu
cette capacité-là et ça diffuse un peu le risque aussi parce que si l'un des deux perd le boulot, ben, il y a toujours l'autre Exactement. qui peut subvenir aux besoins. Ça fait des garanties en plus à la banque. Et puis bon, l'avantage qu'on a nous en tant que fonctionnaire, c'est qu'a priori, enfin, on a aussi une situation un peu plus stable à ce niveau-là. Donc ils ont moins peur de nous prêter, quoi. C'est vrai. Ça, c'est un avantage qu'on a, ça, c'est la vérité. C'est vrai qu'on joue là-dessus. Et puis aussi pour un petit peu minimiser le fait que ce soit aussi rapide, bah, mes parents et les parents de Laura nous ont aussi, dans certaines situations, un petit peu aidés. Ouais, quand on mais t'achète des meubles, c'est quand on sûr. t'achète quand on te fait 2-3 petits virements, ça fait toujours plaisir. Ah bah ouais. Et c'est ça que tu dois pas sortir dans tes meubles et c'est ça que tu peux garder comme cash. Donc ici, Exact. quand on a emménagé, on a reçu des petites aides aussi à gauche à Ouais, droite. ouais. Donc voilà, les financements, faut pas croire que j'étais tout seul sur ma petite île. Mhm. Déjà, on est deux. Et puis, voilà, on reçoit quand même 2-3 petites aides qui font toujours Bien plaisir. sûr. Et ça te permet de justement garder ces liquidités-là pour faire un autre achat ou quoi. Donc ça aussi, je tiens quand même à le dire que je suis pas tout seul sur ma petite planète à Ouais, essayer ouais, de ça créer Non, non, voilà. c'est clair. Après, ça, chaque situation différente en Mhm. fonction des familles de chacun, de la situation matrimoniale, on va dire, Non, c'est vrai. de chacun. C'est vrai que ça change un peu. Et quelque part aussi, ben, enfin, c'est une certaine prise de risque aussi, parce que quand tu t'engages avec une personne, avec une femme ou quoi, avec ton partenaire, ben voilà, que tu t'achètes ensemble, etc., une mise en commun. Ouais, mais ça, je t'avoue, je te coupe direct. Dis-moi. Ça, je Oui, non, mais je considère sais pas bien. ce risque. Mais bien sûr, mais ça, c'est ça- propre à toi. Mais ce que je veux dire, c'est Ouais. que tout le monde, peut-être qui nous écoute, Mm. n'a pas la même, à nouveau, Il aversion au devrait, risque. mais il devrait. Il émotionnel. devrait parce que Ouais. Il devrait parce que, bon, c'est quoi le mot exact? Tergiverser, ouais. Ouais, tergiverser. Digression. On va digresser un peu. On va digresser Allez, un vas-y. petit peu. Je pense que si vous envisagez vraiment votre vie avec quelqu'un, prendre ça en considération, ça pourrait amener justement à ce que cette prophétie se réalise. Donc, typiquement, prophétie, ici dans les marchés financiers, typiquement, quand une récession est trop attendue, en fait, elle arrive parce que Ouais. tout le monde se protège contre cette récession-là et le fait de s'être préparé pour cette récession-là la crée. C'est un petit peu comme moi quand j'ai commencé le RM, on avait dit ça dans l'introduction. Moi, je suis arrivé, il n'y avait aucune chance que je rate. Ouais, bien sûr. Et le fait de se dire mon mariage, mon couple, ma famille, aucune chance que ça Mais rate. je précise. C'est juste ça que je veux dire. Ouais, Mais je bien sais sûr, que non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je veux juste on est- préciser pour que ce soit clair. En fait, je dis que non, mais pour nous, dans mon cas comme dans le tien, je pense qu'on est assez clair et certain et voilà dans notre relation chacun avec notre femme. Mais je veux dire que peut-être que toi les gens qui nous écoutent peut-être qu'ils n'ont pas tu vois un gars qui est pas encore avec la femme où il se dit voilà ça va être vraiment ma femme. ouais, non, Tu vois, oui, c'est ça que je veux dire. bien sûr. Tu vois, Ah parce oui, qu'on a eu, oui, on a eu cette réflexion avant nous aussi. sûr, ouais, oui. Tu vois, avant de rencontrer nos femmes actuelles, voilà, c'était pas la même garantie qu'on allait faire notre vie avec, tu vois. Ah non, Et donc, ça, c'est clair. c'est ça que je veux dire, et c'est par là que je voulais dire, je précise, le risque à prendre, c'est pas parce que dès que t'as une meuf qui gagne sa vie, Ah ouais, allez, let's go, Ah oui, comme ça, oui. on gagne Oui. full Ok, je suis thune, d'accord on avec ça. l'investit, tu vois, c'est juste ça que je voulais dire. Ouais, Mais ok. non, mais t'as Je me remarqué. suis emballé, Ouais, tu t'emballes. Enfin, procès d'intention ici, non. Voilà, c'était. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Non, mais c'était marrant, mais je vais juste préciser parce que voilà, c'est vrai que le fait d'avoir deux salaires d'un coup, tu vois, c'est juste de dire bon, avant de t'engager à acheter ta baraque avec ta gonzesse, Ouais. essaye un minimum, essaye un minimum d'être plus ou moins sûr que c'est celle avec qui tu veux partager le reste de ta vie, quoi, C'est parce que vrai. sinon, c'est quand même un risque à ce moment-là. Ah là, oui, là, oui. C'est quand même un risque. Je Voilà, t'ai c'était pas juste pour terminé. préciser ce que je voulais dire, j'ai peut-être pas été assez clair. Mais bon, merci Arthur. Non, je m'emballe. Ça va. Voilà, donc je pense que ça donne une petite idée un peu globale de ton parcours, de ton premier achat. En tout cas, je pense que c'est super intéressant de voir un peu, ne fût-ce que ta psychologie par rapport à ce premier achat-là. Et puis, qu'est-ce que tu en as fait derrière? Quels sont les mécanismes que tu as utilisés? Tu nous as parlé des frais d'enregistrement et de l'abattement. Je pense que c'est un truc intéressant. C'est des choses qui évoluent, donc il faut se tenir un peu au courant. Comme on disait, l'abattement, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre, c'est différent. C'est pas les mêmes montants, je sais plus par cœur. Je crois qu'en Wallonie, c'est 12,5 aussi. Tantôt, en fin de podcast, on fera une petite, Ouais, ok, bon, on fera une petite démo. petite après. simulation Allez, on fera une petite sur simulation. Ça notaire.be. part. Mais petite anecdote. Dis-moi. Donc il y a l'offre d'achat. L'offre Ouais. d'achat signée par les deux parties. Tu envoies ça au notaire de ton choix. Généralement, chacun a son notaire. Bah bon, on peut choisir le Ouais. même, c'est pas grave. Ensuite, il y a la rédaction du compromis. Donc le Mhm. compromis, c'est les termes de la vente, etc., etc. Puis il y a les recherches humanistiques, tout ça. Ce qui mène à l'acte authentique. Yes. L'acte authentique, c'est le moment où il y a la remise des clés et le moment où on est vraiment propriétaire du bien, où on reçoit l'attestation de propriété. Entre le compromis et l'acte authentique,
il y a un décompte, donc le décompte des frais, donc frais de notaire, frais d'acquisition. Enfin, frais d'acquisition, donc frais de notaire et frais d'enregistrement à la région. Et le notaire t'envoie le décompte, beau petit fichier Excel, et te demande de faire le virement avant, c'est très important, avant la date de l'acte authentique. Sinon, faut que la thune soit chez lui. Il faut que la thune, donc si vous dites je fais le virement dans la matinée, tu n'auras pas les clés le soir même. Ouais. Donc il faut vraiment respecter les jours ouvrables de la banque. Bref, moi je fais mon virement, on me dit mon décompte. Je dis pas mal, ça va, je les ai, nickel. Je fais mon petit décompte, je paye une semaine à l'avance, donc pas de problème. Le jour même, je reçois un appel. J'étais à la muscu à l'ERM, je me souviens. Je reçois un appel de la clerc de notaire, donc c'est l'assistante du notaire, qui généralement travaille pour lui. Elle me dit ouais, monsieur Neis, nanana. Donc mes frais notaires, c'était plus ou moins 12 000 euros. Elle m'appelle, elle fait ouais, il vous manque 3 000 euros, vous n'avez pas fait un virement de 3 000 euros. Je fais comment ça? 3 000 euros, c'est comme une belle somme. Ouais, à ce moment-là, à ce moment-là, tu les as pas directement. Tu sors pas ça comme ça. Tu sors pas comme ça. Elle fait ouais, 3 000 euros ou vous signez pas. Un peu comme ce que disait François Lambrouille, 1,50 € ou j'appelle les flics. Elle m'a dit mais je fais c'est quoi ce délire? Prend à la gorge. Ouais, elle fait ouais, bonne journée. Boum, elle raccroche. Moi j'appelle ma mère, je fais c'est quoi ce délire? T'as déjà vu ça? Elle me fait écoute, non, je sais pas trop. Je rappelle la clerc de notaire. Je lui demande de me passer le notaire principal. C'est la secrétaire de qui? Ouais, exact. C'est la secrétaire de qui? Moi je veux parler au big boss. Le notaire, c'était le notaire familial qui avait fait les crédits. Je lui ai fait ouais, Arthur, tu dois savoir que voilà, on est obligé de. Je vais écouter, je vais vous les faire, mais je vous fais le virement, mais on va parler. On va parler. Le soir même, l'après-midi, on va chez le notaire. Donc, pour signer l'acte authentique, c'est toujours le notaire, pas la clerc de notaire. Le notaire principal est là, et là, je lui explique la situation. Je lui écoute, je lui explique, 22 ans, 23 ans, je lui explique comme je peux que je suis pas d'accord. Il me fait bon, moi, je vais donner cet argent-là à la région, donc que tu sois d'accord ou pas, tu es obligé de le payer, sinon tu n'as pas les clés. Mais je veux bien faire un geste sur mes honoraires. Et au lieu de payer 1 000 euros d'honoraires, j'en ai payé que 700. Bon, voilà, il me fait un petit geste de 300 balles. Donc, j'ai payé 2 700 euros au lieu de 3 000 euros. Mais tout ça pour dire que, il se pourrait que la clerc de notaire fasse une erreur de calcul. Parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des frais, pas cachés, mais des frais qu'on se rend compte au dernier moment. Généralement, le décompte est bien fait. Mais il faut toujours prendre une petite sécurité. Parce qu'ici, j'avais cet argent-là parce que j'avais toujours une petite réserve. Mais pour le même prix, je les ai pas et soit je dois économiser un petit temps, demander à papa, à maman, et j'ai pas les clés soir même alors que j'ai fait le job. Bref, petite anecdote. Ça, c'est c'est une remarque intéressante parce que quand on parlera de mon cas, et comme on disait dans le premier épisode avec la version risque, etc., moi, c'est typiquement la chose qui me fait peur, tu vois. C'est ce petit truc de frais que j'avais pas prévu et que tu es là, tu as déjà mis, je sais pas, en plus ça dépend des trucs, ça peut aller, pour certains projets, toi, t'imagines, tu as mis beaucoup d'argent, tu vois, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et t'es un peu limite, quoi, t'es un peu short. Et puis après, on dit, en fait, il manque ça. Genre la veille, quoi, tu vois. Là, j'ai envie de chialer. Donc là, ça, c'est typiquement, ça, c'est vraiment le risque, entre guillemets, que moi, personnellement, c'est ce qui m'effraie le plus, tu vois. C'est le truc qui me stresse le plus dans toute cette histoire-là. Parce que c'est jamais, genre, tu sais jamais calculer à l'euro près, c'est exactement les frais, parce que, comme tu sais, pour d'autres mêmes actes, on en parlera quand on parlera de comment on a créé notre propre entreprise, mais il y a un range, de nouveau, il y a un range de ce que le notaire peut demander, tu vois. C'est pas forfaitaire, genre, bam, pour tout le monde, c'est ce prix-là. Il y a une fourchette, une fourchette. Il y a une fourchette, une gamme de prix, et le notaire, en fait, d'un notaire à l'autre, après, ça ne sera pas du simple au double. Mais globalement, il y a une petite marge entre l'un ou l'autre. Ils peuvent appliquer des prix un petit peu différents. Et je crois qu'en fonction des régions, peut-être même que ça peut être différent. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est ça c'est la composante, le facteur vraiment qui, moi, personnellement, m'a toujours le plus effrayé, on va dire. C'est ce côté un peu imprédictible, quoi. Tu vois, tu es là, je sais pas exactement combien ça va être jusqu'à ce que tu reçoives la facture finale et que tu compares la facture avec ton compte, tu te dis c'est bon, tu vois. Et que tu dis allez, c'est bon, ça va le faire, tu vois. Mais typiquement, on peut se dire, pour calculer l'ensemble des frais, 15%, 15-16% des frais de 15% du prix d'achat. Voilà. 15-16%, on devrait se situer dans le range. Là-dedans, quoi. Ok, top. Ça, c'est vrai que c'est une petite fourchette. Ça, c'est une petite règle, on va dire, not a vinger en hollandais, que j'ai appris après. Bon, maintenant, on est un peu plus à l'aise parce qu'on a un peu d'expérience de se dire, les expériences personnelles ou ce qu'on a entendu aux alentours tombent un peu dans cette gamme-là, quoi. Donc, si vous comptez 15-16%, a priori, vous êtes safe pour ça, quoi. Ok, top. C'est pas mal intéressant. Oui,
Et maintenant, toi, ma biche, raconte-moi ton premier, parce que ce qui est bien aussi, c'est que c'est une situation différente, Ouais, c'est dans un autre objectif. Et comment s'est passé ton premier achat immobilier? Bien, premier achat immobilier, d'abord Le phare. je vais recommencer je vais recommencer par avec la petite historique, mais comme j'avais dit au premier épisode, j'avais un moment aussi pendant le RM, je te rappelle, j'avais l'envie d'acheter également, et pour les raisons de formation à l'étranger, etc., et de frais d'enregistrement, tu vois, j'étais pas sûr de rester 5 ans dans le bien, tac, 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 j'avais un peu abandonné, j'avais avorté l'idée, quoi, tu vois, je me rappelle, j'avais visité un bien sur lequel j'étais prêt à faire une offre, mais j'avais eu un appel dernière minute avec un notaire qui m'a dit, ouais, mais attention, les 5 ans, etc., pour l'abattement, ça risque, si vous n'êtes pas dedans, ça risque d'être compliqué, quoi. Donc j'avais abandonné ça à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est pas grave, je ferai ça plus tard, parce que, à nouveau, jeune, l'opportunité éventuelle d'aller avoir un entraînement aux États-Unis, etc., et d'y vivre, c'était un peu plus important, je veux dire, que à ce moment-là, vraiment, mon premier achat immobilier, et je voulais pas commencer avec des problèmes avec le fisc. Je voulais surtout pas commencer ma première expérience d'investisseur avec un problème avec le fisc. Bon, donc je me suis dit, je vais m'abstenir. Et donc c'est ce que j'ai fait. C'est que, bon, j'ai vécu mes expériences à l'étranger, j'ai fait mes petits entraînements, mes petits trucs super sympas. Et puis quand je suis revenu, du coup, en 2022, oui. Voilà, là je me suis dit, bon, avant la fin de l'année, là j'achète, maintenant je suis de retour en Belgique. Avant la fin de l'année, j'achète mon bien, quoi. Enfin, mes biens. J'avais un peu d'argent de côté également. Et donc, je me suis dit, maintenant, il est temps de s'y mettre. Tout comme toi, j'avais une compagne. Enfin, j'ai toujours ma compagne. Et donc, du coup, ça démultiplie un peu les capacités aussi. Donc, là, j'ai commencé à chercher. Via un pote qui travaille dans l'immobilier, j'ai eu l'occasion d'être introduit à une société qui donne l'investissement qui, entre-temps, a fermé ses bureaux en Belgique. Donc je ne citerai pas le nom en spécifique parce que voilà. Mais lui, il était spécialisé un peu là-dedans et grâce à ses contacts, j'ai eu l'occasion de faire une ou deux visites à ma connaissance. Il y avait certains projets que j'avais déjà refusés de base, juste sur les chiffres, sur base des chiffres, parce que ça ne rentrait pas dans mon objectif. Mais moi, clairement, ce que je voulais, c'était un investissement locatif, à titre locatif, donc vraiment un investissement immobilier pour le mettre en location, car je savais que je repartais de nouveau un an à l'étranger. Mais justement, ouais. En fait, même si tu repartais, que tu restes en Belgique ou que tu partais à l'étranger, finalement, cet investissement-là était purement un investissement. Tu ne devais pas respecter les conditions du fisc à ce moment-là. Donc, clairement, parce que finalement, ça ne change rien que... Ouais, non, pas du tout. Et en fait, j'ai même choisi sciemment de ne pas bénéficier de l'abattement lors de l'achat, mais j'en reparlerai après. Parce qu'en Wallonie, ça représentait sur mon projet, je gagnais 3 000 euros. Et pour ce que je gagnais et ce que ça me coûtait en plus, j'étais libre, quoi. Surtout que sinon j'aurais dû me domicilier dedans, j'avais pas l'intention de vraiment vivre là-dedans. Donc en fait, voilà, je me suis dit, tant pis, je vais payer plein pot, mais au moins je suis libre de mon choix et je suis pas lié par l'avantage fiscal de l'abattement. Et surtout, je peux déduire aussi fiscalement mes intérêts. Donc ça, c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. Et donc voilà, j'ai décidé d'investir là-dedans parce que de nouveau je partais nouveau un an en France et que je voulais quand même pas que mon argent dorme, on va dire, sur mon compte d'épargne, et j'avais envie d'en faire quelque chose, j'avais envie de concrétiser enfin et passer à l'action. Clairement. Passer à l'action, et aussi fier de ton expérience parce qu'entre temps tu avais déjà fait la revente de ton appart, si je dis pas de bêtises, ou pas loin, où tu étais occupé, c'est dans ces eaux là, donc on parlait beaucoup de ça à ce moment là autour de nous. On avait des copains aussi qui avaient acheté et tout, et pas que je me suive le mouvement, mais on parlait de ça tout le temps, et donc moi aussi j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie de passer à l'action. J'ai envie de passer à l'action, mais clairement, et donc je savais que j'avais quelques mois devant moi pour faire les visites et tout, parce qu'au mois de donc je suis revenu des États-Unis au mois de mars, quelque chose par là, et au mois de juillet j'étais déjà en France, donc j'avais quelques mois pour m'y mettre, et donc j'ai fait mon focus là-dessus. Et puis donc j'ai fait des visites, j'ai eu des projets que j'ai analysés, etc., etc. Et puis finalement je suis tombé sur deux appartements à Liège, d'abord sur un immeuble de rapport à Liège, complet, parce qu'il s'agissait d'abord de ça. Un immeuble de rapport, donc 4 unités, environ 40 mètres carrés à la louche, chacun. Et voilà, je les avais visités, il y avait beaucoup de travaux. Donc totalement à la différence de toi, donc ton tout premier achat. Là directement, il y avait les communs à refaire, il fallait retaper tous les 4 apparts.
cuisine, salle de bain, enfin, il y avait pas mal de travaux, quoi. Et les critères que moi je m'étais fixés, et je me rappelle qu'on avait discuté, et parce qu'on en avait parlé, on en parle ouvertement comme de tout, les critères qu'on s'était fixés, c'était essayer d'acheter en dessous du prix du marché, avec une rentabilité intéressante. On visait quoi, 6-7%, quelque chose comme par là. Sur Liège, possible. Ouais, c'est ça, sur Liège. Et voilà, avec un peu de travaux. Et voilà. Donc ça, c'était l'objectif. Et puis finalement, ben, j'avais un petit Excel avec des petits calculs pour voir un petit peu ne fût que la rentabilité, pour pouvoir comparer les différents projets. Et puis je suis tombé sur ces deux apparts. Ok. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, je vais plutôt chercher à les rénover puis les revendre, donc type achat-revente, ou tu t'es dit, bah non, moi c'est plutôt un investissement patrimonial, comme on dit, Ouais. et je vais les rénover correctement et ensuite les faire louer. Quelle était un peu ton idée par rapport à ça? C'est une bonne question, surtout que c'est deux trucs un peu différents. Je trouve que l'achat-revente, pour commencer d'emblée, au premier achat enfin, premier investissement immobilier, c'était peut-être un peu complexe parce que voilà, il y a quand même des petites contraintes temporelles, etc. Enfin, c'était un peu compliqué, je trouvais, de base. Donc moi, c'était plutôt, surtout, avoir un petit patrimoine. Donc, le patrimonial, comme je disais, je partais en France, je voulais les mettre en location, savoir comment mon argent avait été investi et commencer à prendre de l'expérience un peu dans la gestion locative aussi, parce que ça, c'est totalement nouveau. Et ça, c'est vraiment ça que je voulais. Donc c'était purement du patrimonial à ce moment-là. Et ben, ce bâtiment-là répondait à ce que je recherchais. Et donc après avoir fait mes petits calculs, ben, je me suis rendu compte que 4 unités, je tirais sur la corde, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure, avec la petite réserve, les petits frais inattendus ou quoi, pour lesquels il faut être prêt à pallier. Ça là, je tirais vraiment la limite de ce que j'étais capable de payer. Et je devais avoir besoin d'aide de mes parents ou quoi pour pouvoir vraiment le concrétiser. J'avais pas envie de voilà, de me mettre la corde au cou, quoi. C'est ça. C'est aussi un élément assez important dans tout type d'investissement. Il faut vraiment éviter d'être à sa limite pure. Premièrement, parce qu'on n'est pas à l'aise et le but d'un investissement, c'est de se trouver à l'aise avec cet investissement-là. Et si tous les jours on se dit, punaise, je suis vraiment à ma limite, Tu dors pas sur tes deux oreilles. tu dors pas sur tes oreilles. Et c'est clair. absolument pas le but parce que l'immobilier ou la bourse, ou peut-être pas la crypto, mais bourse et immobilier, le but c'est quand même que ça nous serve et pas que ça nous desserve. Et donc, si tous les jours on se lève avec la peur de terminer le mois, c'est vraiment pas le but. Et je pense que tu as bien fait. Et Ouais, bien si tu sûr. en as deux, c'est chouette. Je Et ça te regrette laisse pas. aussi une marge de manœuvre pour d'autres choses. Donc, je C'est pense clair. que c'est pas mal que C'est clair. la limite de la limite, c'est Ouais. peut-être pas toujours la bonne chose à faire. C'est sûr. Et donc du coup, ben voilà, à ce moment-là, j'ai décidé d'en prendre que 2 sur les 4. Et au final, une connaissance que je me suis faite dans le milieu, qui connaît bien Liège, qui est un investisseur professionnel, qu'on salue d'ailleurs, si un jour il écoute notre podcast. Jonathan, tu nous écoutes. Ben voilà, lui, il a décidé de rester aussi dans le projet. En fait, moi, j'en ai acheté 2, lui, il en a acheté 2. Et aussi, tu vois, c'est une question d'opportunité. Tu vois, vu que lui, il était professionnel, il avait aussi tout son réseau pour la rénovation. Ouais, c'est vrai. Et donc, moi, ne venant pas de Liège aussi, enfin, moi, je suis bruxellois de base, c'était un peu plus loin. Donc, c'était un peu compliqué de trouver les personnes aussi, les artisans, etc., qui pouvaient m'aider à concrétiser la rénovation. Les artisans. Les artisans, tout à fait. Les artistes peintres. Artiste peintre, Michelangelo. Et en plus, comme je partais et tout, il fallait que je fasse faire, quoi. C'était pas possible. Donc moi, j'avais fait un petit crédit. Donc j'avais fait un crédit pour les 2 apparts et j'avais fait un crédit travaux. Mais donc j'ai une quotité de 80... Ah non, j'ai une quotité de 90% quand même. Si, j'ai quand même une quotité de 90%. Ça, c'était oublié. Mais avec un taux à 3,6, quoi, tu vois. 3,6. On parlera peut-être des quotités. À un Ouais, autre moment, on vous écrira un peu les... c'est un peu plus théorique, ça. Et c'est vrai que c'est un concept qui est intéressant à comprendre. Mais on en reparlera à un autre moment, c'est sûr. En fait, ici, typiquement, pour toi, tu as dû amener une certaine somme. J'ai dû amener plus de cash. Voilà. Moi, j'ai pas dû amener de cash puisque la banque me prêtait à 100% puisque c'était une résidence principale. Moi, elle me prêtait à 90, quoi. Voilà. Donc Et j'ai dû 90, mettre c'est 10% pas plus mal. frais de notaire. Voilà. Donc j'ai dû sortir 25% du prix du bien, du projet total. Ouais. J'ai dû les sortir en cash, quoi. Voilà. C'est ça Et c'est la différence avec l'investissement et la résidence principale, c'est que généralement les banques, pas toutes les banques, mais pour la résidence principale, on peut te prêter jusqu'à 100%, même voire plus, ce qui devient de plus en plus rare. Bref. Mais encore aujourd'hui, si tu veux acheter ta résidence principale, on va quand même te demander de mettre 10% dans certaines banques. Par contre, pour l'investissement locatif, là, théoriquement, c'est 80. Et parfois 90, si tu arrives Et dans parfois certaines 90, c'est ça. Mais si tu prends des produits dérivés, tu vois. Exact. Dans la banque même. Donc, que par j'ai exemple, tu achètes un bien à 100 000 euros d'investissement, tu dois quand même déjà mettre 20 000 euros juste comme ça. C'est pas perdu, hein, il reste dans le bien, mais il faut quand même venir avec 20 000 euros plus les frais de notaire, donc plus on va dire 15 000 euros, hein, puisque c'est 15% des prix de, on va dire 16, puisqu'on prend la petite marge.
il faut quand même venir avec 36 000 euros de cash Ouais. pour acheter juste quelque chose à 100 000. Ouais, c'est vrai. Donc l'investissement locatif C'est- nécessite quand même un peu plus de cash C'est sûr. et on vous prêtera généralement Pas les 100%. pas les 100%. Non, c'est Voilà, sûr. ça, C'est même c'est plutôt les 80, même à l'heure actuelle, clairement 80. Et puis certaines banques, dans certaines conditions, comme je disais, jusqu'à 90, mais jamais au-delà. Donc dans notre cas, c'était ça, on avait une quotité de 90. Et t'as eu ton crédit facile? Ouais, j'ai eu crédit facilement et on avait fait un prêt de travaux de 15 000. Il était un peu sous-estimé au final parce que j'ai dû. Bon, ça nous a coûté un petit peu plus cher à la fin. Mais bon, c'était pour un bien, quoi. Donc voilà, là, on s'est lancé là-dedans, on a fait l'offre, c'était accepté. Finalement, on a fait une signature, ça a duré quand même pas mal de temps, une signature au mois de décembre. Décembre, ouais, c'est ça. Donc pendant l'été, ça s'est concrétisé. Mois de décembre, la signature. Voilà. Et entre-temps, moi, la particularité aussi, c'est que les appartements étaient déjà loués. En fait, sur les 4 unités, il y avait 2 locataires qui restaient. Et en fait, il y a eu un petit mouvement sympa parce que moi, j'ai acheté le premier et le deuxième étage, j'avais 4 étages, donc rez-de-chaussée, et le dernier étage, c'était pas à moi. Et en fait, la dame du dernier étage est venue occuper mon premier étage une fois qu'il avait été rénové. Donc, comme il était vide, on a pu directement attaquer les travaux pour le premier étage. Et ça, je l'ai fait via mon contact là, de Liège, voilà, qui avait tous les contacts qu'il fallait. Et lui, il s'est occupé de tout parce qu'il rénovait ses appartements également. Et ils ont fait le mien en passage. Mon appartement du deuxième étage était déjà occupé par ma locataire, qui est toujours ma locataire actuelle. Et donc, ça a pris du temps. En fait, j'ai repoussé les travaux pour trouver un moment qui lui convenait également. Parce que bon, ça prend quand même un bon mois de tout retaper si on fait ça rapidement. Donc, il fallait que je trouve un moment où elle était absente pour pouvoir tout refaire, surtout qu'elle était installée et tout. Donc, c'était beaucoup plus compliqué. Le premier étage, on a pu le faire direct parce qu'il était vide. Donc, ça, c'était top. Là, on a remplacé salle de bain, on a tout remis en couleur, on a reponcé le parquet, etc. etc. Et puis après, dès lors que c'était fini, la dame du dernier étage a pu s'installer dans mon premier étage, quoi. Et donc, pendant plus d'1 an, au final, une fois qu'on avait fait l'achat, pendant 1 an, j'ai eu ces 2 appartements, l'un rénové, l'autre pas encore rénové. Okay. Et puis après, on a décidé de faire les communs. Tu vois, en fait, ça évolue. Parce qu'avec l'autre propriétaire, on s'est dit, on investirait bien pour retaper les communs. Et donc, on a remis un peu d'argent pour faire les communs. Et en fait, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a un peu échelonné finalement les investissements c'est faisable aussi, tu vois, en rénovation, quoi. Sur quelques années. Là, maintenant, ça fait 2-3 ans. Et j'ai enfin clôturé le dossier. De rénover, on va dire, le dernier étage, mon deuxième étage, que j'ai terminé ici au mois de septembre. Et pour lequel, moi, j'ai mis un peu plus la main à la pâte aussi, parce que ça réduit les frais. Tout à fait. Donc, ça aide. Mais ça, on fera peut-être aussi une fois un podcast rénovation. C'est très important. Ça peut valoir la peine, c'est sûr. Et ça peut valoir la peine, mais encore une fois, voilà, maintenant 2 profils encore une fois différents. C'est ça qui est bien. Premier achat différent et voilà, 2 expériences différentes, ça peut être intéressant. Ouais, c'est totalement l'opposé en plus. Totalement l'opposé. Entre toi, résidence principale, moi directement plus de locatif. Je pense qu'on voit bien un peu les différences aussi, même la gamme un peu de ce que tu dois prévoir, quoi, tu vois. Ici, pour résidence principale, à une quinzaine de pourcents était de la valeur du bien et c'est bon. Et là, on part plus du locatif sur du 25, voire 35% en fonction de ta quotité. C'est ça. Donc ça, il faut bien se le mettre en tête. Et ça dépend de l'objectif. Je pense, ça peut être qu'est-ce que tu en penses de faire un épisode purement théorique? Ouais, on pourrait faire des petites notions. Sur les rentabilités, tout ça. C'est plus ton domaine, c'est avec l'explication des trucs. On peut faire un truc purement théorique, un petit peu pas bonus. Stay tuned. Prenez des notes. C'est ça, pas bonus track, mais vraiment purement comment faire un calcul. En fait, on pourrait faire un hors-série concept, tu vois. Hors-série concept, c'est pas mal. Pas mal. Vraiment, et ça, c'est purement théorique. Ceux qui veulent pas l'écouter, ils skippent. Et ceux qui veulent, ça intéresse, ils pourront écouter. Ici, typiquement, ma soeur me donnait le feedback là. Ouais. Elle me disait, j'ai passé un bon moment, je suis là dans la voiture avant d'aller à l'UNIF. Je suis content, je passe un bon moment. En plus, c'était pas trop théorique. Je n'ai pas failli me suicider à la fin du truc. Typiquement, le hors-série, elle va pas écouter peut-être. Mais si jamais un jour elle veut faire un achat, elle a peut-être une base théorique. Et ça sert de référence. Je pense que c'est pertinent. Comment faire un calcul, sur quel site aller, tout ça. C'est peut-être un peu chiant d'en parler maintenant, mais... Ouais, on va pas le faire ça maintenant. Mais tu sais quoi, juste par une petite idée. Ouais. On pourrait peut-être checker juste notaire.b par une petite idée en chiffres. Je pense que ça peut être pas mal pour terminer l'épisode qu'on se dise, tiens, voilà, qu'est-ce que ça représente. Imaginons un bien classique à 150, 180 000 euros. Sur Bruxelles. Sur Bruxelles, allez, 180 alors. 180. On est sur notaire.be, vous pouvez faire la même chose chez vous. Voilà. Calcul de frais d'achat d'un bien immobilier ou d'un terrain à bâtir. Exact, sur Bruxelles. 180 000, un appart, on va dire, appart ou maison. C'est propre et unique habitation, donc oui. Donc c'est ça dont on discutait avec l'abattement. Et abattement, oui, non. Voilà. Maintenant, c'est à partir de 200 000 euros et plus 175 000.
Donc là, tu as coché abattement. Donc on imagine que c'est un premier achat, primo-acquéreur. Exact. Calculé, bah ouais, 4 000 euros. 4 000 euros de frais. Donc ça, c'est juste pour, 4108 euros. juste pour les frais de notaire, ça. Hein, pas de frais d'enregistrement, ça. Si, c'est les frais Ah d'enregistrement. oui, les frais d'enregistrement. Mais Après, après, les il y a frais les frais de crédit. d'enregistrement, mais dans les frais d'enregistrement, il y a quand même les honoraires du notaire. Ah oui, ok. Voilà. Parce que le notaire passe dans les deux actes. Donc l'achat, donc c'est un premier Il est bien, lui. un premier acte. Oui, il est bien. Il est bien, lui. C'est un premier acte notarial. Et puis il y a le crédit hypothécaire, puisque Voilà. vous faites une hypothèque. On reviendra peut-être sur le concept de crédit hypothécaire. C'est pas un crédit classique, c'est un crédit Ouais. hypothécaire. Donc la banque a une certaine, je dirais, un certain droit sur la propriété que vous Parce qu'il y a achetez. plusieurs types de crédits. On en reparlera Exact. peut-être à un autre moment. Et puis il y a le frais d'acte de crédit. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc si vous empruntez à 100%, comme dans mon cas, 180 000 euros, c'est le montant de mon crédit. Ouais. Et donc là, on se trouve à 5 223 euros. Donc ça, c'est le droit d'enregistrement du crédit hypothécaire. Donc on fait la Si- somme des deux, c'est ça? On fait la somme des deux. Donc ça nous fait 9 300 et quelques euros. Donc on va dire 10 10 000 000, euros, ouais, exact. comme ça t'es large. Pour 10 Donc- 000 euros, tu t'achètes un bien à 180 000 à Bruxelles. En tant que premier propriétaire. Avec l'abattement. Normal, avec l'abattement. L'avantage. Ok. Donc finalement, mais ça on reviendra un autre jour dans le calcul, etc. Donc avec 10 000 euros, il y a moyen d'acheter quelque chose sur Bruxelles en tant que premier propriétaire à 180 000 euros, ce qui n'est pas, Non, ce qui est quand c'est même pas rien, propre. c'est clair. Et si maintenant on n'avait pas bénéficié de l'abattement, c'est quoi la différence? Juste pour avoir une idée. Intéressant aussi, on refait le calcul. Donc là on est à 10 000 et Ouais. maintenant, donc, hop, toujours pour le même prix, Ouais, comme ça, on voit la maison, différence. appartement, pétition unique, pas d'abattement. Pas d'abattement. Bah là, Ah ouais, ouf 26 550 bah voilà. pour... Ouais. Et ça, c'est que les... Waouh, punaise, C'est c'est que que les frais d'achat, quoi. Ouais, c'est que les C'est droits pas encore le crédit d'enregistrement. Ouais. hypothécaire, ok. Et puis le crédit Et si hypothécaire, tu c'est la même rajoutes- chose. Hein. Ah, Ce sera ok, 5 000 aussi. Ah punaise, ouais, c'est du lourd. Donc sur 5 000, donc on est sur 30 000 Ouais, euros. on est sur plus de 30 000, 31 000. Ouais, 31 000. Donc 10 000 versus 31 000. Ok, ouais, c'est Trois quand même une fois sacrée plus. différence. Ok, C'est ouais. 3 fois plus. Ok, et en Wallonie, c'est un peu différent. Maintenant, C'est un peu différent. ouais, est-ce qu'ils passaient pas partout à 3% maintenant pour le Non. les frais de... Ah non, c'est pas ça. Non. Je me trompe, hein, c'était quoi ça encore? En gros, c'est l'abattement au lieu d'être 6, c'est 3. Donc Ah oui, juste. en Wallonie, si vous êtes premier propriétaire, enfin, c'est même pas. Votre revenu cadastral total doit être en dessous de 756 euros. Ok, ouais. c'est Donc, on peut C'est pas profiter. Non, tous les biens, quoi. C'est pas tous les biens. En fait. Ok, Voilà. ok. Donc, c'est encore ça. autre C'est un autre chose. avantage. Ok. C'est un autre délire. On va pas On va pas- foutre le brin dans la tête des gens. C'est ça. Ok, on en parlera peut-être à un autre moment. Donc, sur Bruxelles, avec 10 000 euros en tant que premier propriétaire, il y a moyen d'acheter quelque chose à 180 000 euros. Donc il y a moyen de passer à l'action. Voilà. Il y a moyen de passer à l'action, mais il faut quand même un CDI. Parce que Ouais. la banque, donc ça, c'est Ouais. il y a deux parties toujours. Il y a le cash à injecter et puis il y a aussi le crédit à rembourser. Donc ça, c'est quand même deux parties et non négligeables. Mhm. Donc dire, oh, j'ai 10 000 euros sur mon compte, je vais acheter un bien. Ben non, parce qu'il faut, Pour assumer les frais derrière. faut savoir assumer le remboursement du crédit. Ok, ça va. Donc il faut un CDI généralement. Mais donc au final. En tout cas, des revenus réguliers. C'est ça, mais au final, 10 000 euros, c'est accessible. Une C'est dizaine de milliers accessible, d'euros, bien sûr. comme on en parlait tout à l'heure. Au final, un gars un étudiant Mhm. pendant ses études de master ou quoi, qui n'est pas à l'ERM par exemple, tu vois, Bien sûr. et qui fait un job d'étudiant sur le côté, voilà, peut-être que ça peut le motiver à mettre un peu plus de côté et se dire tiens, ben en fait, c'est pas si fou que ça, si je fais bien mon truc et que je mets ce qu'il faut de côté pendant mes études, peut-être qu'à la fin de mes études, C'est si ça. j'ai 10-15K sur le compte, je peux faire mon premier achat, quoi. Donc tu peux sortir. Et donc, À la sortie de tes études, tu chopes ton premier CDI et tu fais ton premier achat immobilier, quoi. Le tout à 23-24 ans. donc 10 000 euros divisé par 5 ans d'études, si vous Ouais. faites un master, Ouais. ça fait 2 000 euros par an. 2 000 euros par an à C'est mettre de côté. que dalle. C'est franchement C'est faisable. que C'est une dalle. question de volonté, en fait. Non, mais c'est que dalle. Parce que divisé par 12, ça fait 166 euros par mois. Tu mets 200 balles Soit- par mois. Voilà, 200 balles par mois. Soit vous êtes de mauvaise volonté, soit. Bah, Tu bois quelques bières en moins, tu mets un peu ouais, plus d'argent de côté. 166 euros. Ouais, C'est c'est peut-être clair. se foutre Ouais. du monde. Hein. Vous travaillez, C'est une question de volonté. vous ouais, travaillez les samedis matins. Ma soeur, c'est ce qu'elle fait. Elle travaille les samedis matins et quelques autres jours. Elle se fait X centaines d'euros par mois. Elle sait mettre 166 euros de côté pendant 5 ans. c'est clair. Ok. Donc voilà, faut pas nous Bah donc, de mettre- raconter des conneries. De manière très concrète, voilà, tu mets 200 C'est euros de côté réalisable. pendant ton master. Si tu fais un master, bah sinon il faudra faire un peu plus. Si tu fais en 3 ans, tu En mets 3 200 ans, ouais, bah, on pour les fait- gens qui font un bachelier. Ouais, bon, ça ferait quoi, 250 balles, quelque chose comme ça non, un peu moins, 230. Petit calcul en live. 277. Ouh là là, 277. C'est Mais possible, c'est tout faisable, bien c'est sûr que c'est possible. faisable. c'est bien Au sûr lieu que de c'est boire 8 bières, vous en boirez 4. Ok. Non, bref, Donc c'est voilà. réalisable, c'est réalisable. Donc pendant ces C'est études, pas on inaccessible du met tout. entre 150 et 300 euros par mois de côté.
Et à la fin, par mois, Par pendant mois, ouais. toutes ses études de côté. Et à la fin, on achète son premier bien, Avec résidence son premier principale. CDI. À 23 ans, let's go, vamos la playa. Est-ce que c'est pas un beau plan ça? C'est superbe. Et c'est réalisable. En fait, c'est Ouais, ça le en fait, truc. c'est ça. Donc, C'est même. donc arrêtez de vous trouver des excuses. Ouais, C'est même trop facile. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, c'est propre, c'est bien. Bien sûr. C'est chouette. Ok, bah top, bah merci Et pour les donc petits calculs. 18 plus 5, 23. À 23 ans, vous pouvez être propriétaire. Ouais. Et il n'y a pas de oui, mais l'immobilier c'est inaccessible. C'est une question de volonté. Fini maintenant. Fini les excuses. Bon, Ok. c'est Ok, pas mal là. Arthur, on est bah bon, écoute, là. je te Ouais. remercie pour les petits calculs. Là, je pense que ça concrétise un petit peu Aussi. ce qu'on voulait dire. Je pense Je pense qu'on va à fond, Bonin. Bonin. Donc on va vous laisser. Merci de nous avoir suivis. Et puis on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On sait pas encore sur quel sujet, on trouvera bien. Tout à fait. Ah oui, c'est quoi? C'est C'était le abonnez-vous, boss, likez, partagez, tout ça. C'est tout ça. Nickel. Bah écoute, on se voit, Arthur, nous on se voit bientôt. Et puis vous, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. ciao, ciao.